Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud, je reçois Geneviève Fecteau de la CSM, division du Québec et filiale de Montréal. Mme Fecteau va nous présenter ce que fait la CSM. À l'Espresso et l'Espresso allongé, il sera question de l'amour, de la peur. Nos invités en début de deuxième demi seront Sarah Bernard et Marie-Ève Garneau qui nous parlent du projet Aider pour s'aider. Alors, c'est le menu de Folie douce cette semaine. On va bien sûr entendre des chansons et la première qu'on entend, c'est de Ariane Moffat et la chanson s'intitule « Pour toi ». Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité qui est Mme Geneviève Fecteau, qui est directrice générale de la CSM, division du Québec et filiale de Montréal. Bienvenue, Mme Fecteau, à l'émission Folie douce. Merci beaucoup. Alors, on va parler ensemble, bien sûr, de la CSM. On va parler aussi tout à l'heure d'une lettre d'opinion qui a paru en janvier dernier en rapport avec l'aide médicale à mourir et en rapport avec les patients psychiatriques, donc des gens qui ont des problèmes de santé mentale. D'abord, présentez-nous donc ce que c'est la CSM, qui est un organisme qui existe depuis longtemps, une association, en fait, qui existe depuis longtemps. Oui, depuis 100 ans en 2018. Donc, oui. On vient de célébrer souffler nos 100 chandelles l'année passée. Oui. L'Association canadienne pour la santé mentale, c'est un organisme qui est pan-canadien. Nous sommes plus de 5000 professionnels d'un océan à l'autre qui travaillons dans tout le continuum de la santé mentale. Donc, du service de crise, l'hébergement supervisé, la psychothérapie, l'aide pour les gens qui ont des troubles de toxicomanie, la promotion, prévention, bref. À travers tout le Canada, on dessert la population. Est-ce que ça donne est-ce que ça donne peut-être une meilleure force de frappe, ou en tout cas un meilleur impact, le fait qu'on soit pan-canadien, puis qu'on ait quand même un peu la spécificité là, du côté Montréal ou Québec? Là? Oui, mais c'est exactement le modèle que nous avons. Chacun des 380 points de service émerge des besoins de la population dans lesquels on se trouve. Par contre, on est soutenu par ce réseau-là pan-canadien qui fait énormément de recherche et de soutien au niveau du contenu, au niveau de l'offre de services et des politiques sociales aussi. C'est vraiment important pour nous de faire partie d'un réseau qui a une rigueur et qui vient défendre les intérêts de toute la population, inclusivement, peu importe dans quel secteur on se trouve exactement. C'est ça. Puis à la CSM, on a quel type de service? On a des... Comment on pourrait décrire, disons, la semaine peut-être? Qu'est-ce qui se passe dans une semaine type ou en tout cas dans une année type? Ça dépend où on se trouve. Oui, exactement. Comme ici. Ouais. Ici, au Québec, comme vous savez, le réseau en santé mentale est très bien ficelé. Les organismes communautaires sont bien spécialisés dans des créneaux, que ce soit pour le service des crises, la prévention du suicide, les organismes qui sont dédiés pour les jeunes, pour les aînés, etc. Ouais. Si bien que ici à Montréal, l'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Montréal s'est spécialisée vers la promotion de prévention. C'est-à-dire que tous nos programmes et activités et publications vont vers l'amont. Donc, on va outiller les gens pour qu'ils puissent prendre leur soin de la santé mentale, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est la santé mentale. On aide aussi les intervenants psychosociaux à être bien outillés pour travailler avec la clientèle. Donc, on n'offre pas de service de soutien clinique comme si on était dans un CLSC. Contrairement aux autres ACSM partout au Canada, bien souvent, ils vont desservir des services cliniques. Oui, c'est un choix qui a été fait probablement parce qu'il y avait un besoin. Voilà. Puis souvent, on sous-estime le côté prévention, que ce soit dans la santé physique, santé mentale ou dans peu importe à peu près la plupart des domaines. On a moins tendance souvent à prévenir, mais on sait que ça a quand même une influence, puis ça empêche les gens peut-être d'avoir justement peut-être à tomber, à consulter ou sinon à se demander où est-ce qu'ils vont chercher l'information. Tu sais, c'est pas si évident que ça de trouver de l'information en santé mentale. On entend toutes sortes de choses. Exactement. Je pense que votre rôle est intéressant. Oui, et on a un rôle aussi de l'autre côté, puisque l'approche de promotion-prévention peut aussi influencer l'offre de services de première ligne. Ouais. Donc, même si on est diagnostiqué, même si on est suivi pour des troubles de santé mentale, on tend toujours vers l'amélioration de sa santé mentale parce que, faut différencier la santé mentale de la maladie mentale. Ouais. Et donc, on peut améliorer notre situation, notre condition de vie
et jouir de la vie et des relations dans lesquelles on se trouve, même si on a des troubles de santé mentale. Oui, vous avez participé, donc on en parlait tantôt, vous avez participé vous avez été co-signataire d'une lettre d'opinion qui est parue, je crois, c'est dans le Devoir du mois en janvier 2019, qui était, en fait, le sujet principal, je vais vous laisser le présenter, mais c'était d'exclure les patients psychiatriques de l'aide à mourir. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Mais ça fait exactement le lien avec ce que je viens de dire. C'est que même si on a des troubles de santé mentale, même s'ils sont très sévères, même si la souffrance, elle est aiguë, il y a toujours moyen d'améliorer sa condition si les services et le réseau est adéquat. Parce qu'on parlait il y avait des gens qui avaient soulevé ça, peut-être d'avoir que les gens avec des problématiques de santé mentale pourraient avoir droit à ça, ou en tout cas avoir accès à ça. Oui, mais c'est Mme Paré, le 15 janvier, qui a relancé ce débat-là. Mme Paré, qui est qui? C'est une signataire d'une lettre d'opinion qui avait... En fait, c'est en réaction à cette lettre-là que Mme Etherington, notre présidente, et moi-même avons signé cette lettre-là. Ouais. Parce que c'est un débat, pas juste éthique, mais c'est un débat aussi qui fait appel à notre confiance par rapport au système dans lequel on se trouve, mais aussi par rapport à notre position par rapport à la santé mentale elle-même. Est-ce que la santé mentale, c'est quelque chose qui est soignable? Et ça vient tout relever, tout le débat aussi de la stigmatisation, parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne peut demander l'aide à mourir à cause de son trouble de santé mentale? On se demande même si c'est pas parce qu'elle-même n'accepte pas ou a du mal à être acceptée dans la communauté parce qu'elle a des troubles de santé mentale. Donc, ça vient tout dépoussiérer ce débat-là qui n'est jamais terminé. Oui, et ça m'étonne même qu'on ait pensé à amener ça de l'avant, de dire l'aide médicale à mourir pour des personnes, parce que c'est comme si on disait, écoute, avec tout le travail qui a été fait, de dire, soyons optimistes, essayons de trouver des solutions. Il y a des drames où il y a des situations qui ont été malheureuses, mais en gros, la santé mentale, il y a de l'espoir, je pense, puis de plus en plus. Hein. C'est ça, d'entendre ça fait... Le fait d'accepter, le fait qu'on peut penser qu'un médecin peut accepter et approuver la mort provoquée d'une personne qui a un trouble de santé mentale, c'est de lui dire qu'elle est foutue, qu'il n'y a plus rien à faire et que sa vie n'a plus de sens. Donc, ça enlève complètement l'espoir. Ça enlève la confiance au rétablissement, mais ça enlève l'espoir aussi. Parce qu'il faut dire que aussi, c'est pas aussi facile. Tu sais, dans le fond, la loi a été votée, tout ça, mais il y a tellement de cas qui peut arriver, tu sais, du cas par cas, que même au niveau physique, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait certain de ce que... qui devrait avoir droit, qui ne devrait pas avoir droit, puis ça va peut-être continuer, parce que c'est quand même une décision importante, là. C'est pas rien, là. C'est pas quelque chose à la légère. Alors, encore plus, si on parle de santé mentale, je pense que je comprends vous avez dû comme un peu réagir, puis de publier ça. Avez-vous des commentaires, ou avez-vous j'imagine qu'il y a eu des réactions face à votre lettre? C'est sûr que les gens peuvent aussi, dans certaines réactions qu'on a eues, les gens sont découragés par rapport à l'offre de services dans le système. Et c'est justement notre réponse à dire, ça ne devrait pas, donc l'aide médicale à mourir ne devrait pas remplacer les services adéquats. Donc, c'est comme si c'était en dépit. Il n'y a plus rien à faire, on ne trouve plus d'espoir, on ne trouve pas de services adéquats. C'est le syndrome des portes tournantes, on ne réussit pas. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Mais c'est justement prendre ça comme levier puis aller un peu plus loin dans nos revendications au niveau de l'investissement dans les soins en santé mentale. Oui, c'est encore le cas parce que, tu sais, on se dit souvent, tu sais, j'en parlais il y a quelques temps avec une chroniqueuse, mais souvent, les gens vont dire, va consulter, mais les gens ne savent pas trop, des fois, par où commencer. Tu sais, c'est pas clair encore, malgré tous les efforts qui ont été faits. On va où? On va voir un médecin, on va voir un organisme local, on s'informe, mais après ça, il se passe quoi? Comment on peut améliorer notre situation? Même si c'est clair, il y a ensuite la liste d'attente. Oui, aussi, c'est ça. Qui peut souvent décourager. Donc, oui, l'accès aux services adéquats est encore pas réglé ici au Québec. C'est justement pourquoi il ne faut pas accepter l'aide médicale à mourir, parce qu'on n'a pas tout fait, on n'a pas tout essayé, puis on n'a pas investi suffisamment dans la santé mentale. Pour ce qui est de la santé physique, il y a certaines maladies pour lesquelles, en ce moment, c'est accepté.
Mais qui dit que dans quelques années, cette même maladie-là, on va avoir trouvé une cure et on va dire, tabarouette, si cette personne-là, cette année, si ça avait eu ce diagnostic-là, elle n'aurait probablement pas choisi de mourir si précipité parce qu'il y aurait une cure. Donc, au niveau de la santé mentale, on n'a tellement pas tout essayé, on n'est tellement pas au bout de nos ressources, mais par contre, je ne veux jamais dédramatiser et diminuer la souffrance qu'une personne peut subir. Parce que pour en venir à souhaiter de mourir, il ne faut pas sous-estimer la pesanteur et la souffrance. Donc, c'est justement, il faut investir dans l'allègement de cette souffrance-là, le soutien à ces personnes-là pour qu'ils puissent vivre dignement. Oui. Avant de me dire qu'on pourrait leur offrir le choix de mourir dignement. Il faut vivre dignement. Parce qu'on a un trouble de santé mentale, il ne faut pas les laisser pour compte comme ça. Et justement, l'idée du suicide peut venir dans une période de désenchantement, de souffrance intense, de grande détresse psychologique. Et c'est là qu'il faut agir. Et c'est là que ça deviendrait un peu une contradiction. Ça fait combien d'années qu'on essaie de dire aux gens, pensez pas au suicide, c'est grave, c'est irrémédiable, il y a d'autres solutions. Puis là, tout à coup, on dirait, la facilité, exact. on y va. On vient tout annuler l'effort qu'on a fait pour justement donner l'espoir aux gens qu'il y a encore des jours meilleurs qui les attendent. Et puis, bien souvent, les gens qui ont fait des tentatives de suicide, après avoir passé à travers une grande démarche, peuvent dire après ça qu'ils sont plutôt contents d'être vivants encore parce que la vie, finalement, valait la peine d'être vécue. C'est de souffrir qu'ils veulent se soulager, non pas de la vie même. Et encore une fois, il y a des gens, ça dépend toujours de nos croyances puis de notre façon de voir les choses, mais il y en a qui vont dire de la souffrance. Des fois, il y a quelque chose de positif dans la souffrance. On ne souhaite pas souffrir, on n'est pas masochiste à ce point-là, mais une fois avoir passé, comme vous dites, on passe à travers ça puis on s'en sort. Il y a quelque chose de bénéfique, il y a quelque chose qui devient positif. Ça peut faire partie du cheminement, en effet. Et puis, malheureusement, comme dans n'importe quelle maladie, les symptômes d'un problème de santé mentale sont des points de souffrance. Donc, c'est sûr que si on ne les ressent pas, on ne peut pas avoir les bons traitements. Donc, il y a plusieurs... Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vécu à ce point-là pour avoir vécu ça. Les gens qui se sont rendus à ce niveau-là seraient probablement les meilleures personnes pour en parler. Et justement, est-ce qu'on les a vraiment consultés avant de ressortir ce débat-là? Et peut-être qu'il serait temps un jour de le ressortir une autre fois, ce débat-là, mais seulement, je trouve, lorsque notre société va avoir passé à travers toutes ses capacités pour aider ces personnes-là. Oui. À la CSM, donc je rappelle aux gens, vous êtes directrice générale de la CSM, division du Québec et filiale de Montréal. Comment on peut, dans le fond, est-ce que les gens peuvent s'impliquer d'une façon? Est-ce que vous avez des façons de s'impliquer ou c'est plus vraiment d'aller chercher l'information? C'est ça votre rôle? On fonctionne avec une petite équipe permanente à la CSM. Nous sommes très peu et nous sommes entourés de bénévoles experts, principalement. Donc, lorsqu'on lance un projet ou un programme quelconque, on s'entoure de gens qui viennent bénévolement nourrir notre démarche. On peut s'impliquer, donc les gens qui ont la cause de santé mentale et cette cause-là. Oui, tout à fait. Évidemment, être membre, ça, c'est quelque chose qui vient vraiment soutenir notre cause. Il y a beaucoup de façons. On peut écrire dans notre blog, on peut soutenir. On a souvent des activités où on peut demander des gens de venir nous prêter main forte pour l'accueil ou des trucs. Il y a beaucoup de façons, mais par contre, c'est pas comme si on était un organisme où on déploie des services, où on a besoin de faire du mass mailing. Vous savez, c'est pas ce type de bénévolat dont on a besoin, du moins pour l'instant. Mais oui, être membre et nous faire des dons, c'est sûr, évidemment, pour soutenir notre mission, c'est vraiment une des meilleures façons de nous Comment soutenir. On peut contacter ou comment on peut en savoir plus? J'imagine site web, téléphone? Oui, exactement. Le site web, c'est le www.acsm et on continue montréal.qc.ca. Tout collé, là, dans Tout collé ensemble, voilà, acsmmontréal.qc.ca. Et le numéro de téléphone, c'est le 514-521-4993. Bien, merci beaucoup, Mme Fecteau, d'avoir été des nôtres. Puis bonne continuation avec la CSM Montréal. Merci beaucoup. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. C'est avec plaisir qu'on vous présente le sujet de l'Espresso cette semaine, l'amour de la peur. Bienvenue Pierre Laporte et bienvenue Julien Malo également. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'amour de la peur, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet qui parle de l'addiction à l'adrénaline. Comme on dit en anglais, les adrénaline junkies. Oui. C'est-à-dire ceux qui s'adonnent au sport extrême et qui n'ont jamais assez de sensations fortes. Il y en a du monde comme ça. Hein? Il y en a, oui. Alors, j'ai pris ça sur le site Clio Psy, un site français. On nous dit l'addiction à l'adrénaline est-elle une souffrance
psychologique. De nos jours, les adeptes des sports extrêmes tels que le saut en parachute, le wingsuit, l'alpinisme ou encore le kitesurf se multiplient. Tous des sports que tu as fait, toi, Ghislain. Oui, mais que ça me tuer. Alors, on nous dit ils sont tellement nombreux que dans les pays anglo-saxons, un terme a été inventé pour les désigner, les adrénaline junkies. Mais ces amateurs de sensations fortes, chevaliers téméraires des temps modernes, ne souffrent-ils pas d'un mal psychologique au regard du danger qu'ils osent braver sans sourciller? Dans les années 60, d'éminents psychologues se sont penchés sur la question et ont publié leurs travaux. Voici ce qu'il en ressort. Tout d'abord, intéressons-nous au mécanisme purement biologique qui intervient lors d'un danger imminent. Lors d'une forte émotion, comme la colère, la peur ou le stress, les nerfs sensitifs envoient un signal au système limbique qui fait lui-même réagir le système nerveux orthosympathique. Les glandes surrénales, proches des reins, commandées par l'hypothalamus au niveau du cerveau, sécrètent alors l'adrénaline et l'envoient dans le sang pour qu'elle soit distribuée aux organes cibles. Le corps répond ainsi à l'agression de différentes manières, soit l'accélération du rythme cardiaque, la dilatation des vaisseaux sanguins, la tension des muscles, l'horripilation, c'est-à-dire les poils qui se dressent, le ralentissement de l'activité de l'appareil digestif et l'oxygénation du cerveau. On pourrait aussi dire, ça c'est le danger, mais il y a une autre forme d'adrénaline qui est bien le fun. C'est pour les gens, les chanteurs ou les musiciens, quand ils montent sur scène, c'est un peu égal à ça aussi, là. Probablement. Oui, parce que c'est devant une foule de 20 000 personnes, c'est trillant. Ça doit être un grand plaisir. Oui, un stress en même temps, oui. On nous dit dans l'article, l'organisme est ainsi stimulé pour réagir au danger. La combativité est améliorée, les réflexes et la vigilance sont accrus. On se sent d'une certaine manière beaucoup plus fort, aussi bien physiquement que mentalement, ce qui explique que certains en redemandent et deviennent accros à cette sensation exaltante. Parce que ça peut être bien le fun. Ben, pour certaines personnes. Parce que probablement que leur vie, ils la trouvent assez moche et assez beige, comme on dit. On doit se questionner peut-être sur la banalité du quotidien. Il y en a qui sont pas très bons, m'incluant moi-même aussi, parce que je suis pas très bon. Oui, mais moi, c'est donc quand je regarde des gens qui font des sports extrêmes, on les voit sur les canaux, sur les chaînes de sport, je me dis, ces gens-là sont tellement courageux. Il me semble que je n'oserais jamais faire ça. Mais c'est peut-être des accros, au fond. C'est peut-être moi qui est normal. Parce que ça reste un... Oui, mais faut que tu commences jeune. Nous, on est des vieilles personnes. Ouais. Je n'aurais pas fait des flips avec un BMX à mon âge. Premièrement, je me tuerais. Premièrement, je suis pas bien bon. Ça serait dangereux. Là. Le psychologue américain Marvin Zuckerman a été le premier à étudier la question dès 1969. Et selon lui, les individus touchés veulent sans cesse des sensations nouvelles en prenant volontairement des risques. Ils sont particulièrement attirés par la nouveauté, la stimulation intense et ont peu tendance à éviter la douleur. Si dans les années 60 et 70, les sports extrêmes étaient peu développés, ils sont aujourd'hui accessibles à tous. Ainsi, chacun est capable de développer relativement facilement ce genre d'addiction. Oui. Il faut aussi dire, Pierre, que je ne sais pas s'il parle de sexe dans ton étude, c'est beaucoup les jeunes hommes ou jeunes femmes. Je ne sais pas s'il en parle beaucoup. Tu reviens toujours à la question. Hein. Mais non, mais dans le sens que oui, on en chez parle. les hommes, ça remplace peut-être faire la guerre et joindre l'armée aussi, qui était une forme de dépassement. Oui, puis d'adrénaline. Mais c'est un fait que l'activité sexuelle, on peut y devenir accro. Non, je parle pas de sexuel. Moi, je t'en parle parce que c'est écrit dans l'article. Mais je parlais plus de... Je parlais du genre, quel type de personne. Masculin. Ou féminin. Ouais. Alors, je continue. L'adrénaline déclenche la libération de dopamine, hormone du bien-être généralisé par le cerveau qui suit un circuit de récompense. C'est pour cette raison qu'il n'hésite pas à sauter en parachute, en tandem, puis seul, puis en wingsuit ou base jump, cherchant toujours une intensité plus importante. Rappelons les caractéristiques de ce que l'on appelle médicalement la dépendance. Elle inclut une propension à continuer à prendre
toujours plus de risques malgré des conséquences qui peuvent s'avérer désastreuses. L'abandon progressif des autres activités au profit des sports à sensation et une difficulté à contrôler son volume d'activité physique. Ainsi, le sportif, une fois son objectif atteint, ressent une sorte de vide intérieur qui le pousse à recommencer encore plus fort. Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup. Demeurez des nôtres à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nos invités sont Sarah Bernard et Marie-Ève Garneau qui nous présentent le projet Aider pour s'aider. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec le sujet L'amour de la peur. Vous entendrez aussi en chanson Les Joailliers de Ingrid Saint-Pierre et Enfants de la Terre de Samian. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités au bout du fil. On a au bout du fil donc Sarah Bernard et Marie-Ève Garneau. Bonjour et bienvenue à Folie douce. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes toutes les deux éducatrices spécialisées. On va parler en fait vous êtes attachées, je pense, au CIUS en Beauce. Donc, on va parler d'un projet ensemble qui s'intitule le projet Aider pour s'aider. Comment on peut présenter le projet? On va évidemment élaborer là, pour en connaître plus. Bien, en fait, le projet Aider pour s'aider là, se veut un projet de coopération internationale. Nous, on avait monté ça un peu dans le but d'aller chercher là, une clientèle, d'établir un plan de rétablissement avec eux. Un projet qui leur permettait là, vraiment un dépassement là, pour dans leur vie, là, dans le fond, là, selon les plans d'intervention là, qui étaient élaborés avec eux. Là. Mais quand vous parlez, c'est ça, là, c'était vraiment un projet international, mais est-ce que ça s'est déjà fait ici ou ça vise vraiment l'international? Là? En fait, c'est un projet qu'on n'avait jamais vu auparavant. Dans le fond, on a choisi plus l'international. Dans les 6 présentement, on n'a pas vu personne là, qui a monté un projet comme ça. Nous, on a choisi plus aller international et non le faire au Québec. Supposons se louer un chalet dans le bois, partir avec 6-7 de notre clientèle, d'expérimenter des expériences, supposons sur un laps de temps de 1 semaine. Ouais. On s'est dit qu'aller à l'extérieur du pays, on allait changer aussi la vision de notre clientèle. Tu sais, leur donner un rêve, leur donner espoir. Là-bas, en Équateur, quand on sort du Canada, nos clients ici sont beaucoup étiquetés. Tu sais, ils ont l'étiquette santé mentale en haut de leur tête, pauvreté, misère sociale. Ils peuvent pas, se donner à 100% eux-mêmes parce qu'ils sentent le jugement aussi de un peu tout le monde. Là-bas, dans le fond, on a comme inversé tous ces rôles-là aussi, puis ça a eu vraiment un grand impact sur eux. Là. Tu sais, là-bas, c'était rendu des aidants au lieu des aidés. Ouais. C'était des personnes riches. Le monde, il y avait beaucoup de reconnaissance envers eux. Ils vivaient leurs émotions, leurs sentiments à 150 000 %. Là. Il y avait vraiment pas, on était vraiment tous équitables.
Oui. C'est un séjour qui est quoi, d'une semaine ou deux, c'est ça que vous allez faire? Ben, 11 jours. Ouais. C'est un séjour de 11 jours. 11 jours, d'accord. Donc, les gens, est-ce que pour la plupart des gens c'est des gens qui ont eu un certain vécu ou de certaines problématiques de santé mentale, si je comprends bien. Donc, les gens qui partent d'ici se rendent là-bas. Est-ce que pour la plupart, parce que vous avez fait déjà un voyage en Équateur, vous allez en faire un autre en octobre prochain, je crois, au Pérou. Est-ce que les gens avaient déjà voyagé ou c'est la première fois en général? En général, c'était une première pour tout le monde. Une première pour l'avion, la préparation à un voyage, tout ça, là, c'était une première fois pour tout le monde. Et si on décrit les gens qui étaient avec vous, c'est quoi? C'est des adultes de différents âges? Comment on pourrait décrire? Notre plus jeune avait début vingtaine. Notre plus âgé avait 62 ans. Ouais. On a parti avec des diagnostics. On avait schizophrénie, bipolarité, troubles d'anxiété, troubles de personnalité aussi, Ouais. TDAH. Parce que moi, j'ai déjà parlé à un de nos collaborateurs ici à l'émission qui a voyagé puis qui avait justement une certaine problématique en santé mentale. Puis lui, dans ses premiers voyages, sa peur, c'était d'être un peu insécure puis qu'il arrive quelque chose à l'étranger. Tu sais. Est-ce que ça, c'était peut-être une préoccupation des gens qui participaient? Nous, je pense que la plus grande crainte de nos participants était l'avion. Ah oui, OK. Oui, l'avion était une grande source de stress. Je vous dirais que personnellement, j'ai voyagé beaucoup et Sarah aussi, puis je pense que c'est le pire vol qu'on a eu dans toute mon expérience. Ouais. Puis eux, dans l'avion, ils étaient zen, ils riaient, il n'y avait pas de problème. Là, ça dormait, puis eux, tout était normal, là. Peut-être que c'était mieux qu'ils n'avaient pas voyagé parce qu'ils auraient pu comparer, c'est ça? Beaucoup de points de référence. Non, puis tu sais, on a pris, avant de partir aussi, on a beaucoup de groupes d'organisés avec eux pour comme les préparer aussi au départ. Puis parmi un des groupes qu'on fait, on fait beaucoup d'enseignements, jeux de rôle, de justement là, de c'est quoi l'arrivée à l'aéroport, qu'est-ce qui va se passer dans l'avion, qu'est-ce qui se passe, les transferts, comment que ça fonctionne, la douane, c'est quoi, l'importance du passeport et tout. Fait que tu sais, ils sont prêts, ils ont quand même fait, on a quand même préparé le groupe à ça aussi, là. Oui, les gens qui sont pas trop familiers, parce que la santé mentale, on en parle depuis des années, mais il y a des gens qui comprennent pas toujours, là, mais ça peut devenir un très difficile, ça peut devenir un peu une montagne de partir en voyage, alors que le monde va dire, ben c'est tout à fait normal, il n'y a rien là, mais pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale, justement, il y a l'anxiété, il y a toutes sortes de choses qui peuvent augmenter là, face au voyage. Oui, puis la médication aussi, le voyager avec la médication, c'est pas toujours évident aussi pour ces gens-là. Puis en fait, il y avait beaucoup d'ateliers là, de préparation, là, être en mesure de déterminer nos limites personnelles, c'est quoi la bulle de chacune aussi. On voyageait en groupe, puis nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est quand on part en voyage comme ça, on travaille beaucoup les habiletés sociales, mais vivre en groupe, en petit groupe, c'est comme vivre aussi dans une micro-société. Hein. Ça fait que on a travaillé vraiment toutes les habiletés requises pour vivre dans une communauté aussi. Là. On parle de l'hygiène personnelle, être en mesure de respecter les limites, la résolution de conflits. On a travaillé ça pendant plusieurs mois avant le départ aussi. Ouais. Et tu sais, là-bas, on a aussi la sécurité de dire qu'on est très bien encadré. On part avec Arrow International, que eux, ils organisent tout, ils préparent tout. Tu sais, côté sécurité, là, plus, là. Oui, c'était donc un voyage quand même intéressant pour vous aussi. C'était une première, c'est ça? Parce que dans le fond, vous avez fait une première expérience, là, vous voulez récidiver, donc j'imagine qu'il y a quand même ça s'est bien passé finalement? Oui, puis le résultat est quand même très exceptionnel sur notre clientèle. Là. Moi et Sarah, on trouve qu'on a gagné à peu près 1 an et demi à 2 ans d'intervention par personne avec laquelle qui a participé au voyage. Même par la suite, les gens nous disaient au début, ouais, mais vous n'avez pas peur qu'au retour, même nous, quand on revient, supposons, d'un voyage, ça nous prend comme une semaine à nous remettre de ça. Eux, peut-être bien que ça va être pire vu qu'ils ont un diagnostic. Mais non, ça s'est vraiment super bien passé. Puis, tu sais, même il y a une suite après le voyage, on les a pas laissés tomber, on a continué à travailler avec eux. Puis, de regarder justement si ça allait encore bien. Puis, mais tout le monde s'est découvert des nouvelles forces. Là. Il y en a même un comme Bernard avec qui on est parti, rendu père aidant là, dans notre équipe en santé mentale. Là. On parle donc, je rappelle aux auditeurs, on parle du projet Aider pour aider et on est en compagnie de 2 éducatrices spécialisées, Sarah Bernard et Marie-Ève Garneau. À votre connaissance, est-ce que ce genre de projet-là s'est fait ailleurs? Quand on parle de clientèle de santé mentale, est-ce que ça s'est déjà fait ou à votre connaissance, c'est peut-être une première? C'est une première. En tout cas, on a fait des recherches, on a essayé d'aller voir aussi là, si ça s'était fait à l'extérieur, puis on n'a rien vu. Oui.
Puis comme vous dites aussi, dans le fond, d'après vous, ça vous a fait avancer, c'est-à-dire que ça a fait évoluer les gens dans votre action auprès d'eux, puis que ces personnes-là ont comme grandi de l'expérience, c'est-à-dire ça vous a fait sauver du temps, ou en tout cas épargner du temps là, d'intervention, hein? Ben, oui, c'est sûr, parce que là-bas, on avait accès vraiment à tout ce qui se passait. Hein. Souvent, en intervention, on va reprendre des choses, les gens vont nous relater des faits, on les décortique, on travaille la résolution de conflits avec eux autres. Lorsqu'on était là en Équateur, on était vraiment avec eux, on voyait ça en direct, on reprenait toutes les choses, donc les gens pouvaient se l'approprier beaucoup plus vite. Là. Ouais. C'est vraiment dans le ici et maintenant. Là. Exactement. Qu'est-ce qui vous a peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, que vous attendiez pas? Est-ce que on se fait toujours un plan, là, mais c'est sûr que vous aussi, vous y alliez un petit peu en disant ça se peut qu'on apprenne des choses, que ce soit négatif ou positif. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus marqué dans ce voyage-là? Ben moi, personnellement, jamais que je pensais que ça allait donner autant de résultats positifs et aussi grandioses. Puis je pensais pas que les gens pouvaient avoir une si grande capacité d'adaptation. Là. Ça a vraiment quand même très bien été là-bas. Là. On est parti en se disant on va amener beaucoup de médication au cas où. Là-bas, on n'a même pas eu besoin de s'en servir. Puis tout le groupe, comment ils se sont soutenus, c'était wow, là. Ben, moi aussi, ça, c'est une des choses qui m'a vraiment surpris lorsqu'on est parti. Une des choses aussi que j'ai bien aimé, c'est que autant que l'effet qu'on recherchait là, pour notre clientèle a été positif, autant que notre clientèle a apporté a servi à démystifier la santé mentale aussi en Équateur. On s'est aperçu que les méthodes d'intervention dans les autres pays sont très différentes des nôtres. Donc, ça l'a permis aussi, ça a vraiment été un échange là, au niveau là, de la santé mentale. Oui. De leur côté, est-ce qu'ils avaient des appréhensions? Comment ils se sont fait présenter, le groupe? Est-ce que ce qu'on a dit, des gens ont des problèmes de santé mentale, on arrive pour nous aider? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a peut-être d'information? Au début, je pense qu'ils nous voyaient comme pour une gang de retraités. Ah, okay. Après ça, ils nous voyaient comme une gang qui arrivait là avec une déficience intellectuelle. Ouais. Puis je pense que il a plus compris quand il nous a vus. Là, il a vraiment fait OK, la job va être adaptée à vous cette semaine. Là. Vous avez comme un peu démystifié la santé mentale à l'autre bout du monde, d'une certaine façon. Oui, parce que tu sais, là-bas, c'est pas traité comme ici, là. Tu sais, comme Edmundo, notre guide qu'on avait là-bas, il nous disait plus la santé mentale là-bas. Tu sais, c'est pas comme en Afrique, mais tu sais, c'est presque là. Beaucoup de préjugés. Oui, beaucoup de préjugés. Peut-être, c'est ça, on sait qu'en Afrique, c'est très négatif en général, peut-être pas partout, mais c'est certain qu'il n'y a certainement pas non plus des services aussi développés qu'ici. Là, Non, ben là-bas, ce que lui nous expliquait, parce que moi, j'étais curieuse, je suis allée explorer un peu cet aspect-là. Ce qu'il nous disait, c'est que les gens étaient beaucoup plus isolés, on les gardait cachés, on les gardait enfermés. Donc, de nous voir arriver comme ça avec 6 patients qui ont des diagnostics justement de schizophrénie, ça l'a permis à la communauté de voir que lorsqu'on les accompagnait, qu'ils étaient bien soignés, bien médicamentés, on pouvait les amener à se dépasser aussi. Là. Oui, on a encore à peu près 2 minutes, Mme Garneau, Mme Bernard. Oui. Pouvez-vous nous décrire un petit peu comment ça se vit peut-être au quotidien, les services de santé mentale, les services d'aide en Beauce? Parce qu'on connaît beaucoup la région métropolitaine, mais des fois, dans certaines régions, il peut y avoir des choses qui sont différentes. On a beaucoup d'équipes d'intervenants terrain. On a l'équipe du suivi intensif, un petit peu comme sûrement dans d'autres régions, le suivi PAC qu'on appelle. On a souvent aussi le suivi variable. Dans le fond, il y a des travailleurs sociaux, ergothérapeutes, techniciens en éducation spécialisée, infirmières, qu'on travaille beaucoup terrain là, avec notre clientèle pour tout ce qui est côté réinsertion sociale directement dans la société. On va vraiment au domicile. Puis, tu sais, il y a l'équipe aussi en santé mentale transitoire. Ça, c'est plus les travailleurs sociaux, les psychologues, qu'eux, ils font plus les rencontres plus techniques au CLSC. C'est plus des groupes, des suivis individuels, là, plus pour des psychothérapies là, avec les psychologues. Ouais. On a des liens aussi très serrés avec les organismes communautaires. On a des projets de réinsertion à l'emploi aussi, là, donc
c'est vraiment plaisant de travailler là, avec nos organisations communautaires qui sont très importantes et très précieuses là, pour nous autres. Et en Beauce, on est chanceuse parce que les liens avec les psychiatres, dans le fond, nos bureaux sont dans la même bâtisse que nos psychiatres. Fait que, tu sais, nos psychiatres sont vraiment très, 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 très utiles. Il y en a même qui ont commencé à faire des visites au domicile avec nous. Là. On a une super de bonne collaboration avec les professionnels. Là. C'est peut-être plus, c'est ça, personnalisé, ou en tout cas, on peut se permettre de faire ça, peut-être, une certaine, peut-être une proximité, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est peut-être de différent. Je sens que c'est peut-être plus humain. Vous êtes chanceux, finalement, d'avoir... Oui, vraiment, là. Sans faire, on est vraiment gâtés. Oui. On a une ouverture d'esprit, puis on a des boss avec le projet Aider pour s'aider. Là, je pense que c'est une belle preuve aussi. Ça, c'est bon aussi d'avoir appuyé, oui, c'est ça. Oui. On a de la place pour innover, puis aller chercher des interventions qui sont un petit peu plus marginales. Là. Oui, puis tu sais, la grande direction, M. Michel, là, nous supporte là-dedans. Il va nous accompagner dans les entreprises. Il a pris la peine de rencontrer tous nos participants. Non, sans faire, là, on est une super belle gang de la santé mentale. Oui. En terminant, est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'il y a une façon sur Internet ou ailleurs qu'on pourrait chercher ça? Est-ce que c'est disponible, l'information sur le projet? On a une page Facebook. Aider, 3 petits points pour s'aider. S'aider, pas d'apostrophe, sur notre page Facebook. Si on cherche ça, on peut vous trouver, c'est ça? Oui, dans le fond, c'est un groupe. Aussi, on a la Fondation Santé Beauce-Etchemin. C'est la fondation de l'hôpital de Saint-Georges, dans le fond, qui nous fait une plateforme informatique directement en ligne. S'il y en a qui veulent donner des dons là, pour notre futur projet pour en octobre pour le Pérou. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Mme Sarah Bernard et Marie-Ève Garneau. Et bon voyage, le prochain voyage, et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie Douce. De retour au micro avec l'Espresso allongé et le sujet l'amour de la peur. Pierre Laporte et Ghislain Malo, toujours en notre compagnie à Folie Douce. Oui. Alors, je continue sur le sujet pourquoi l'amour de la peur. Oui. Un autre article maintenant que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Pourquoi aime-t-on avoir peur ?» C'est sur le site Maxi Science. Cette fois, on va plus parler des films d'horreur, les films qui font peur. Parce que tantôt, on parlait de sport. Okay. Maintenant, on nous dit, lorsqu'elle est maîtrisée et que le sujet est en sécurité, la peur peut avoir, selon les experts, des effets agréables et divertissants. Ce sont ces aspects positifs qui expliquent pourquoi les gens apprécient autant les films d'horreur ou la fête d'Halloween. L'Halloween possède ses incontournables films d'horreur et costumes sinistres. Si le folklore de cette fête détonne par rapport aux autres traditions, il n'en reste pas moins attrayant pour beaucoup de personnes. En effet, loin d'être un sentiment totalement négatif, la peur est parfois quelque chose de recherché. Je pense que depuis le début des temps, les gens se content des histoires de peur. Je pense même les hommes préhistoriques se comptaient devant le feu des histoires de peur. C'est pas tout le monde qui aime ça, hein? Non, moi je suis bien contradictoire. Moi j'aime pas ça, personnellement. J'aime pas les films d'horreur, mais je suis capable de regarder un film de guerre qui est aussi violent. Moi aussi, je suis un peu comme toi là-dessus. Mais par contre, mieux, hein? La fête d'Halloween a changé parce que maintenant, les gens, ils peuvent aussi bien se déguiser en garde-malade qu'en cowboy ou... Tu sais, c'est moins sinistre qu'avant. Oui, c'est un peu l'équivalent des carnavals maintenant. Oui. Alors, je poursuis ma lecture. Film d'horreur, attraction effrayante. Certains adorent se faire peur et pour cause. La peur présente de nombreux effets appréciables et divertissants pourvu qu'elle ne se transforme pas en phobie. Interrogé par le Huffington Post, David Zald, qui est professeur de psychiatrie à l'université américaine Vanderbilt à Nashville, dans le Tennessee, explique que la peur permet de lutter contre l'anxiété. Il nous dit, lorsque nous sommes effrayés, nous sommes pleinement conscients, concentrés et dans le moment présent. Nous ne sommes pas préoccupés à penser à ce qui s'est passé hier ou ce que nous avons à faire demain. Ce sentiment permettrait ainsi en quelque sorte de se changer les idées, de quitter sa vie quotidienne l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Ainsi, les films d'horreur permettraient de ressentir de fortes émotions qui n'ont pour base que des événements non réels et d'oublier ainsi d'autres événements, eux, bien réels. Oui, c'est un exutoire de nos peurs. Oui. Souvent, les films d'horreur illustrent... les peurs des sociétés, surtout occidentales, parce que ça a été beaucoup fait en Occident, les films d'horreur. Oui.
Alors, je poursuis la lecture, mais ce n'est pas tout. Le sentiment de peur est également vecteur de bien-être. En effet, lorsqu'un sujet est confronté à une expérience effrayante, une cascade de réactions chimiques se déclenche à l'intérieur de son organisme, aboutissant à la diffusion d'hormones, dont j'ai parlé plus tôt. Autant de molécules qui procurent plaisir et contentement dans la mesure où la personne se trouve en sécurité. Ces éléments chimiques peuvent parfois nous faire sentir tellement bien que nous cherchons toujours plus de sensations fortes. Certains présentent même une légère addiction à ces expériences d'épouvante. Lors d'une étude, des chercheurs se sont ainsi aperçus que les personnes sortant d'un film d'horreur ne se souvenaient pas tellement de la peur ressentie. C'est plutôt l'excitation déclenchée par la suite qu'ils se remémoraient. Autre aspect agréable de la peur, l'encouragement de la confiance en soi. Madame Margie Kerr, sociologue à l'Université de Pittsburgh, a travaillé sur cette théorie. Et pour elle, il résulte de la peur un sentiment de confiance, de compétence et d'accomplissement. C'est ainsi un véritable coup de pouce pour l'estime de soi. Ça, pour moi, c'est pas tellement évident. Hein. C'est un défouloir aussi. Ça serait un peu l'équivalent aussi quand tu te mets à crier dans un programme de lutte devant les méchants. Tu sors le méchant de toi-même. Ça fait toujours du bien, oui. Enfin, la peur peut favoriser la cohésion sociale en rapprochant les personnes vivant la même expérience. Madame Kerr nous dit « Nous affrontons ces défis ensemble et ce faisant, nous créons des liens plus forts, des souvenirs plus intenses et un sentiment de proximité. Certains scientifiques vont même jusqu'à penser que la peur peut accroître l'attirance entre deux sujets d'une même expérience, de quoi donner à ce sentiment une facette un peu plus romantique. Ça finit en beauté. Mais je me rappelle, tu sais, que l'auteur de romans d'épouvante, Stephen King, avait déjà dit que lui, il croyait que les êtres humains ont besoin de mettre toutes leurs émotions à l'exercice. Pareil comme quand on fait de l'exercice pour le corps, on a besoin de faire aller toutes nos parties du corps. Lui, il dit que au point de vue émotionnel, c'est la même chose. On a besoin de les challenger un peu. On doit vivre toutes ces émotions. Oui. Puis souvent, c'est voir aussi la noirceur dans l'être humain. Des fois, c'est bon aussi. Oui. Bien, merci beaucoup. Beau sujet. Donc, l'amour de la peur. Merci Pierre Laporte. Merci Ghislain Malo. Merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, Ghislain Malo, on a écouté des bonnes chansons. La première qu'on a entendue, Pour toi. d'Ariane Moffat. On a pu entendre Centrale Otago. De Dominica. Dans la deuxième demi, Les Joailliers. d'Ingrid Saint-Pierre. Et à l'instant, Enfants de la Terre. De Samian. Que j'aime bien, finalement. Oui, c'est un excellent rappeur. Merci pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci pour ta participation également au micro. Je remercie Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Et je te remercie également pour tes blocs Espresso où tu nous as parlé de l'amour de la peur, l'adrénaline que ça rapporte à plusieurs personnes. C'est un peu extrême. Nous autres, on espère que les gens vont devenir accros à Folie douce. Oui, mais ça leur fera pas peur, ça, c'est certain. Ça va plus vous informer. Je remercie notre invité en début d'émission, Geneviève Fecteau de la CSM, Division du Québec et filiale de Montréal. Je recevais aussi Sarah Bernard et Marie-Ève Garneau pour nous parler du projet Aider pour s'aider. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et la prochaine Folie douce. Au revoir.
do do